tu vas pas aller voir un psy, tu souffres pas assez. Traite-toi comme ta meilleure amie. C'est injuste, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Tout ça. Tout ça. C'est à peu près 2 semaines de symptômes et après au-delà, vous pouvez vous dire que vous êtes en dépression. Ça va être compliqué d'y arriver que solo en fait. Et là, ça a pété. Non mais très vite, je me suis dit bon, je suis pas super bien quand même. Et on dit slay du coup. Slay de fou. C'est un slay. Qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux concrètement ? Bah je fais rien. C'est une bonne question. Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast Au fond de ma tête, un podcast qui parle de santé mentale fondé par des étudiants de l'ESRA pour sensibiliser et surtout parler, parce que c'est le plus important. L'association a pour ambition d'encourager chacun à s'exprimer pour mieux guérir. Voilà, donc ce podcast sera animé par Babette, ici à ma gauche. Bonjour Babette. Bonjour. Et moi. Du coup, comment ça va Babette ? Eh bah ça va super et toi ? Moi ça va super. Du coup, aujourd'hui, sujet un peu sensible, sujet un peu touchy. On parle de la dépression. Super premier épisode au final. Un sujet pas du tout tabou. Pas du tout, voilà, c'est vraiment une vibe et tout, c'est cool. Donc déjà, un peu de contexte, un peu d'informations sur le sujet. Le trouble dépressif, plus communément appelé dépression, du coup, est une maladie psychique qui, par ses effets, perturbe sur le court ou le long terme de la vie quotidienne. Elle survient à cause de facteurs psychologiques, biologiques ou environnementaux. Donc ça peut vraiment provenir de partout. La dépression est un trouble mental courant, pas vraiment pris au sérieux. Ça commence à venir, mais c'est un peu compliqué encore. Donc c'est vraiment caractérisé par perte de la sensation de plaisir, de joie et juste d'intérêt général pour la vie. La dépression peut avoir un début brutal qui peut s'imposer en quelques semaines, hein, vraiment ça peut être très court. Elle peut être spontanée ou réactionnelle à la suite d'un événement ou à une série d'événements dans la vie de la personne touchée. Babette, dis-nous les pourcentages. Bah oui, on va parler un petit peu de chiffres là maintenant. On estime que dans le monde, il y a 3,8% de la population qui souffre de dépression. C'est 5% des adultes et 280 millions de personnes. C'est beaucoup. C'est malheureusement 50% plus courant chez la femme et 75% des personnes vivant dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires n'ont pas accès au traitement. On parle de Tout ça. 700 000 suicides par an. C'est énorme, c'est gigantesque. Et évidemment, il y a beaucoup d'obstacles à une prise en charge efficace, le manque de ressources, le manque de soignants et la stigmatisation sociale. Les symptômes sont variés, le trouble du sommeil, de l'alimentation, de la vie sexuelle, la fatigue chronique, le pessimisme, la baisse de l'estime de soi, le manque de motivation, la diminution des effets ressentis affectifs ou la persistance d'idées noires. Pour finir... Comme on l'a déjà dit. Oui, comme on l'a déjà dit. On rappelle qu'il y a 700 000 personnes qui se suicident chaque année. Donc c'est un sujet important, il faut écouter, d'accord ? Bon, bref. Donc je vais vous donner un peu les origines de la dépression parce que je trouve que c'est hyper intéressant et que je l'ai appris en faisant des recherches. Donc je trouve que c'est hyper cool à savoir. Donc dans l'Antiquité, la dépression c'était appelé mélancolie. Elle était attribuée à des causes spirituelles ou surnaturelles. Les civilisations comme celles des Grecs, Romains ou Égyptiens pensaient que la dépression provenait d'un déséquilibre des humeurs du corps. En particulier un excès de bile noire, pourquoi pas. Les traitements consistaient en des saignées, des purges ou des régimes alimentaires destinés à rééquilibrer le corps. C'était vraiment vu comme des malédictions ou des possessions et pouvaient être traités par des rituels religieux, des prières ou même des exorcismes dans certaines cultures. Au Moyen-Âge, du coup un peu après, en Europe, la dépression était souvent associée à des péchés ou à un manque de foi. Des institutions religieuses prenaient souvent en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Avec l'ère des Lumières et le développement des sciences médicales, les théories sur la dépression ont évolué, enfin. La psychiatrie est devenue une discipline à part entière. Philippe Pinel, un médecin français, a joué un rôle crucial dans la libération des maladies mentales, des asiles, rejetant les traitements brutaux comme les chaînes et plaidant pour un traitement plus humain, parce qu'on est des humains au final. Il a aussi introduit la notion de traitement moral, où la compassion et le dialogue étaient valorisés, ce qui est hyper important quand même, hein, Babette. Continuons un petit peu. Au 19e siècle, il y a la classification de la dépression comme une maladie mentale spécifique. C'est hyper important, comme avec des médecins comme Émile Cramplin. On différencie différentes... J'espère que ça se dit comme ça. J'espère que ça se dit comme ça, j'ai peur un peu. On va commencer à différencier différentes formes de dépression. Par exemple, à l'époque, on différenciait avec la maniaco-dépressive, qu'aujourd'hui on appelle le trouble bipolaire. Et on va aussi proposer des traitements, comme la thérapie de repos, les régimes alimentaires, ou un petit peu moins fun, les électrochocs. Bon, pas cool. Bon, on évolue, mais doucement, quoi. Mais au XXe siècle, il y a la psychanalyse de Freud qui commence à dominer le traitement des troubles mentaux, dont la dépression. Dis-leur, Freud. Dis-leur. Il pense que cela résulte de conflits internes non résolus et de deuil pathologique. Pour le traitement, il va être un peu plus chill quand même. Il va mettre l'accent sur l'exploration des pensées inconscientes, des rêves et des souvenirs refoulés. Donc, ça change des électrochocs. Ça fait ce bruit. Oui. Dans les années 50, on va découvrir les antidépresseurs et ça, c'est pas rien. Ça va faire un vrai tournant dans le traitement. Et les premiers
les premiers antidépresseurs, les inhibiteurs de la monoamide oxydase, donc IMAO, et les antidépresseurs tricycliques, agissent en augmentant la concentration de neurotransmetteurs dans le cerveau. Ils sont efficaces, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Prise de poids, somnolence, hypotension, bref, pas top. Mais, dans les années 80-90, il y a une nouvelle génération d'antidépresseurs qui arrive. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, donc ISRS. Le Prozac, la sertraline, ça va révolutionner le traitement parce que les effets secondaires sont beaucoup plus légers et ça rend le traitement plus accessible et moins stigmatisé. Aujourd'hui, on traite la dépression avec une approche plus multidisciplinaire qui combine souvent médicaments, psychothérapie et changement de mode de vie. Et on dit slay, du coup. Slay, de fou. C'est un slay, voilà. Ouais, voilà. Donc, le mot dépression, voilà, on finit avec ça et après, voilà. Le mot dépression vient du latin dépression, du coup, qui signifie l'action d'abaisser ou d'enfoncer, initialement utilisé pour décrire des phénomènes physiques tels que l'abaissement d'une surface ou la réduction de pression. Le terme a été adopté en psychologie au XIXe siècle pour désigner un état d'abaissement au niveau de l'humeur ou de l'énergie. La dépression est le résultat de plusieurs mécanismes encore mal connus. On distingue divers facteurs favorisant sa venue, qu'on a déjà énoncé auparavant. Que ce soit des événements de la vie remontant parfois jusqu'à l'enfance et donc dont on se rappelle pas. Donc c'est bien d'aller voir un psy pour s'en rappeler. Voilà. Donc maintenant, on va un peu vous raconter, nous, nos vies, parce que qui on est, en fait, en vrai, pour parler de ça. Donc tu veux commencer, Babette? Tu veux que je commence? Vas-y, Allez, commençons. Moi, la dépression, comment je l'ai vécue? Je pense depuis toute petite, c'est là, en vrai, enfin, un peu sous-jacent, on va dire. J'ai vécu du harcèlement, j'étais très, très solitaire quand j'étais petite. Et je pense que cet isolement que j'ai vécu, à un moment donné, ça a pété. Quand j'avais 16 ans, ça a explosé. Et j'ai fait mes premiers groupes d'amis, première soirée, tâtement du terrain avec l'alcool, les substances, tout ça. Et là, ça a pété. Ça a pété. Et donc, dès que j'étais avec mes amis, c'était la folie, c'était de l'euphorie complète, c'était trop bien. Et dès que j'étais toute seule, c'était la solitude. La solitude, et vraiment, j'étais tellement pas bien. Et ça a continué pendant plusieurs mois comme ça jusqu'à ma tentative de suicide, où là, j'ai été à l'hôpital, j'ai été prise en charge. Et heureusement, ça va mieux maintenant. Et ben, heureusement. Voilà. Même si faut pas oublier d'où on vient, il faut pas oublier qu'il faut continuer à travailler sur soi-même. Oui, clairement, c'est un travail jusqu'à la fin de ta vie. Oui, évidemment. Mais ça va mieux. Mais quand même. Mais quand même. Il y a une progression. C'est hyper important. Bah oui. Et toi, alors? Moi, écoute, un peu, enfin, pas même truc, mais en fait, j'étais aussi assez solitaire quand j'étais petite. Et en plus, quand les petits ils sont méchants entre eux, la primaire, le collège et tout, c'est vraiment hyper mesquin. Et tu te rends compte quand tu grandis, tu les vois et tu fais... Mais ça va pas ou quoi. Ils sont vraiment méchants entre eux et en vrai c'est pas vraiment de leur faute, c'est juste que tu essaies d'appartenir à un groupe et si tu ressembles pas si tu ressembles à personne, en fait t'intègres aucun groupe et du coup tu te sens seul et ça forcément ça amène à t'es seul, du coup t'es seul avec tes pensées et ouais, et très vite en vrai c'est venu très vite je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, on se fait chier quoi, c'est vrai. Non mais très vite je me suis dit bon, je suis pas super bien quand même. Et en fait, ça a continué parce que mes parents ils étaient assez occupés, ils ont des travails assez prenants. Puis j'ai fait que changer de groupe d'amis aussi. Et ouais, en fait, c'était une accumulation de plein de choses et qui faisait que je me sentais assez seule. Je suis passée par plein de trucs, donc j'ai pris des médicaments, j'ai été voir des psys, j'ai fait un peu de tout. Et en fait, je pense que le truc qui m'a le plus aidé, en vrai, c'est con, mais c'est le temps. Parce que à force de grandir, tu apprends à te connaître et c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé, parce que quand t'es jeune, en fait, t'essaies tellement d'appartenir à un groupe que t'essaies de leur ressembler et du coup t'es pas du tout ta propre personne, et quand tu grandis t'apprends à savoir qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui te met dans un bon mood, qu'est-ce qui te c'est quoi ta safe place, c'est quoi les trucs que tu aimes réellement. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé, c'est d'apprendre à me connaître et de faire un peu des dates avec moi-même, tu vois, mais vraiment, genre, tu vois, d'arriver, genre, à prendre du temps seul et à kiffer, à être seule et pas de tout le temps être dépendante de si je vois pas quelqu'un aujourd'hui, je vais pas être bien. Alors que, genre, maintenant, mais il m'en faut beaucoup pour sortir. Je suis très bien seule. J'adore être seule, je trouve ça génial. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé, genre. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout, t'apprends à te connaître tes limites et de pas te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire. Ouais, en fait, c'est ça. Mais plus tu te connais, moins t'acceptes de choses. Et en fait, t'apprends aux autres à te respecter. Si tu te respectes pas, les autres, ils vont pas te respecter. Ouais, c'est clair. Enfin, tu leur montres qu'il faut pas te respecter, quoi. Donc, clairement... je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bref. Oui. Du coup, on est hyper content parce qu'on va pouvoir introduire des invités. Donc ça, c'est trop cool. On a un élève de l'ESRA et une psychologue qui vont rentrer.
Bonjour, j'aimerais qu'ils... donc du coup, bienvenue. Du coup, on accueille avec nous une psychologue et un étudiant à l'ESRA. Du coup, est-ce que vous pouvez vous introduire, vous présenter un petit peu qui vous êtes? Qui veut commencer? Je commence. Allez. Alors moi, c'est Tamara Oliver, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Okay. Là, je travaille en libéral, donc en visio à domicile et aussi en cabinet. Okay. Et je reçois principalement ça peut être des jeunes de 20-22 ans à 50-60 ans. Okay. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? J'ai été diplômée en 2017. Okay. Donc le libéral, ça fait à peu près 2 ans. Ok, d'accord. Et du coup? Et moi, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant, j'ai 21 ans et je viens pour parler un peu de mon expérience sur la dépression et tout ça, quoi. Ok, trop cool. Ok. Merci beaucoup d'être avec nous. Ouais. Là, en fait, ce qu'on va faire, le but, c'est qu'on va vous poser des questions pour que vous approfondissiez un peu tout ce qu'on vient de dire. Et on va commencer avec vous, Tamara. Okay. Alors, on va commencer si ça ne vous dérange pas. La première question, ce serait comment on pourrait différencier une dépression clinique d'un mal-être qui est plus passager. Ok. Donc dans le milieu, on va parler d'une dépression du coup qui est pathologique et on va différencier ça avec un état dépressif. Un état dépressif, c'est passager, ça peut être réactionnel. Les dépressions aussi peuvent être réactionnelles. Mais on va regarder l'intensité des symptômes, donc le niveau de souffrance, le niveau à quel point cet état de cette dépression, du coup, elle est handicapante au quotidien. Est-ce qu'elle envahit tous les espaces de la vie de la personne? Est-ce que c'est un seul? Est-ce que c'est chronique? Quelle fréquence ça revient? Combien de temps ça dure? Donc voilà. Quand vous regardez sur Internet, vous allez trouver que c'est à peu près 2 semaines de symptômes et après, au-delà, vous pouvez vous dire que vous êtes en dépression. Mais ça dépend du contexte. Quelqu'un qui vit un décès, il a un état dépressif, c'est normal. Enfin, on doit passer par là. Quelqu'un qui ne déprime pas après un décès pose question. C'est parce que ça peut venir plus tard. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, à votre avis, est-qu'il y a des signes précoces de dépression qu'on détecte pas assez dans notre société et qu'il faudrait peut-être un peu plus être alerté sur le sujet, peut-être pour des parents, pour des potes, pour des... Ouais. C'est, comment dire, ça peut être délicat parce que y a que la personne elle-même déjà qui peut dire comment elle se sent. Et des fois, on peut avoir des préjugés sur les comportements des gens aussi. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être irritable, agressif ou alors hyper joyeux et hyper dynamique peut être en dépression. Donc, il faut prendre en compte ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte comment était la personne avant et comment elle est aujourd'hui. Okay. Est-ce qu'il y a un changement significatif? Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les personnes en crise suicidaire aussi. Ok. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plus difficile quand on est peut-être plus jeune, peut-être adolescent, parce que tout est décuplé, nos sentiments sont tellement... on les ressent fois 1000 parce que c'est la première fois qu'on les ressent. Est-ce que du coup c'est plus dur de parler peut-être plus avec des adolescents qu'avec des adultes parce qu'ils sont plus... Je sais pas, ils ont déjà vécu les choses, du coup ils vivent moins l'émotion fois 1000 comme les adolescents. Du coup, est-ce que c'est différent pour un adulte que pour un adolescent de voir les signes avant-coureurs? C'est une bonne question. Ça dépend. Parce que si vous avez un adulte qui a mis beaucoup d'énergie dans sa vie à occulter ses émotions, ça pourrait être 10 000 fois plus difficile pour lui que pour un étudiant, voire un adolescent qui aurait eu des parents qui l'auraient un petit peu éduqué, entre guillemets, sur le fait de prendre soin de lui, de faire attention à ses émotions, d'être bien avec lui-même, etc. Okay. Donc à ce niveau-là, ça dépend. Ça dépend de la conscience de soi, en fait, de la personne avec ses émotions, les réactions de son corps, comment elle est-ce qu'elle est en bonne santé, etc. Par contre, un point qui est intéressant, c'est, vous en parliez tout à l'heure, à l'adolescence. À l'adolescence, on vit beaucoup de transformations, des transformations corporelles, on rentre dans une sexualité possible, on n'a plus tout à fait la même place dans la société parce qu'on doit se construire en tant qu'adulte. On arrive au collège, lycée, en nous disant, là, il faut savoir ce que vous voulez faire. Et donc, on est en mode, je connais pas le monde, je sais pas ce que je veux faire. Donc là, à ce niveau-là, il y a aussi au niveau psychique, il y a des transformations aussi à ce niveau-là, parce que vous êtes dans un entre-deux. Un adolescent est dans un état qui peut être un petit peu comme un adulte qui aurait un trouble limite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est à la fois encore un enfant, et en même temps, il devient un adulte. Donc à ce moment-là, il y a un peu un rejet des parents, / un besoin qui sont encore là. Et un besoin des amis,
/ un besoin d'être avec sa famille, en fait. Ouais. Et donc, à ce moment-là, c'est à lui d'évaluer quel groupe de personnes me ressemble, avec qui je me sens bien, et en même temps de pouvoir s'émanciper des parents tout en construisant sa sécurité intérieure. Donc, ça peut chambouler. Ok, ouais. Bah, c'est hyper intéressant. Ouais. Justement, on revient sur peut-être les adolescents ou les jeunes adultes. Ouais. On sait que la thérapie, ça peut être long et coûteux, malheureusement. Comment on pourrait proposer une aide qui est plus accessible aux étudiants qui ont ni le temps, ni les moyens, ni parfois même l'envie, alors qu'ils en ont besoin? C'est ça aussi, c'est une très grande question parce que ça touche du doigt le fait qu'on est très peu informé sur ce qui existe. On a créé énormément de numéros gratuits pour les étudiants. Il y a même des prises en charge spécifiques pour les étudiants. Donc c'est soit des associations, soit des dispositifs qui ont été créés en fait et qui sont gratuits pour les étudiants. Après, il y a dans les universités, il y a des BAPU. Donc c'est des bureaux d'aide pour les étudiants où il y a des psychologues, psychanalystes, on va dire. Par contre, il y a peu de place. Il y a peu de place, et même quand on est psychologue et qu'on veut travailler là-dedans, j'ai essayé, c'est quasiment fermé, quoi. Il y a très peu de place, il y a très peu d'heures allouées à la prise en charge, donc c'est pas évident. Mais par exemple, ici, je sais pas si vous savez, mais quand je regardais un peu, j'ai tourné un peu dans l'école, vous avez 2 numéros de prise en charge psychologique qui ont été affichés, qui sont gratuits. A priori. On les donne à la fin, les numéros. Super. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, mais il y a vraiment des numéros gratuits. 24 7 jours sur 7. Tout à fait. On les donnera à la fin, bien sûr, parce que c'est hyper important. C'est ça. Et donc après, dans ce qui est gratuit et ce qui est déjà mis en place par l'État depuis très très longtemps, vous avez les CMP et les CMPP. Et alors, le truc, c'est aussi que c'est saturé. C'est saturé. Ils prennent de plus en plus en charge de troubles psychiatriques, donc des troubles plus lourds, alors qu'à la base, ils ne devaient pas prendre en charge ce type de troubles. Donc il y a un peu c'est-à-dire que l'hôpital est saturé, ça envahit d'autres structures qui ont aussi une réduction des aides et des subventions, donc, avec moins de professionnels aussi. Donc il y a un paradoxe. On crée plein de choses qu'on communique peut-être très mal aussi, donc les gens ne sont pas au courant. Et à côté de ça, on enlève des subventions et des professionnels à des structures qui sont très bien cadrées, très bien prise en charge avec beaucoup de professionnels différents en fait. Donc il y a un grand paradoxe, du coup, je trouve. Est-ce que vous avez quand même l'impression que ça a évolué ces dernières années ou comment ça a évolué? Vous avez l'impression que ça a bien évolué dans le bon sens? Il y a une meilleure conscience de la possibilité de souffrir déjà. On a le droit de souffrir. On a le droit de souffrir, on a le droit d'avoir de l'aide et on n'est pas forcément fou ou anormal pour autant. Depuis la Covid-19, on a aussi découvert, socialement parlant, qu'il y avait d'autres types de prise en charge qui existaient, à distance, à domicile, au téléphone, etc. Et on se rend compte, même chez les professionnels, il y avait un grand tabou, on se rend compte que ce n'est pas des sous-thérapies, qu'il y a vraiment des gens qui sont très qualifiés, des psychologues d'ailleurs, qui travaillent derrière le téléphone. Ok, mais comment vous avez l'impression que ça a évolué par rapport au fait que... On en parlait en off tout à l'heure, mais ce truc de la génération peut-être avant nous, même encore pire, celle d'avant nous, donc nos parents à nous, qui n'étaient pas du tout... t'étais fou en fait si t'étais pas bien, et il y avait vraiment ce truc de... T'allais pas avoir un psy, c'était vraiment hyper stigmatisé comme ça, alors que maintenant... Il y a bien plus de gens qui vont voir des psys, c'est bien plus ok. Puis même avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça c'est des aspects négatifs, mais c'est vraiment cool parce que... tout le monde en parle bien plus ouvertement, donc t'as l'impression que c'est ok d'être pas bien et de ressentir ce que tu ressens. Est-ce que j'ai l'impression que c'est plus positif que négatif, ou il y a beaucoup d'aspects négatifs quand même? Ouais. Alors du coup, donc là, il y a le côté les effets des réseaux sociaux, et il y a votre première question qui était sur... vous disiez, c'était quoi? C'était les représentations sociales. Les représentations sociales. Alors, même si on a beaucoup évolué et qu'on en parle ouvertement et que ça se retrouve sur les réseaux et que du coup, socialement parlant, on l'accepte plus, il y a toujours des effets de ces représentations sociales. Il y a toujours, même chez les gens et entre eux, socialement dans la famille, il y a toujours ce truc de « mais t'es pas fou, ma fille, mon fils
tu vas pas aller voir un psy, tu souffres pas assez, ça va, tu peux faire sans. Mais parce que le risque, c'est peut-être que moi, je sois jugée comme un mauvais parent, que j'ai mal fait mon rôle, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a aussi l'acceptation de la souffrance de l'autre qui est pas toujours évidente. Voilà. Si j'accepte que mon fils, ma fille, ma sœur ou mon ami ou quoi aille mal, en miroir, j'accepte que moi aussi je peux être comme ça. La peur de la contagion, de la souffrance de l'autre. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas même ce truc que si on est parent, qu'on voit notre enfant pas bien, on est dans le déni parce qu'on se dit on a été un mauvais parent ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je pense qu'il peut y avoir du déni. Mais il y a aussi des gens qui le cachent très bien parce que ça se voit beaucoup, parce que je prends aussi en charge des gens qui sont en burn-out aussi en entreprise, en salarié. Et il y a beaucoup ce truc de quand on souffre, on veut tellement bien le cacher qu'on le cache extrêmement bien. Et on croit que tout le monde le voit. On croit que c'est placardé sur le front. Je souffre, je suis mal, je suis décomposée. Alors qu'en fait, les gens, quand ils arrivent à libérer la parole, ils se rendent compte que personne n'avait vu et personne n'avait compris. Encore une fois, sur la différence entre le comportement extérieur, ce qu'on renvoie, ce qu'on montre, ce qu'on ose montrer, et ce qu'on ressent vraiment, en fait. Il y a souvent un grand écart. C'est ça qui... c'est hyper intéressant comme sujet qu'on pourrait... Mais du coup... il faut peut-être qu'on enchaîne. Oui. Alors ça, c'est notre dernière question. Est-ce que vous auriez des petites habitudes simples à mettre en place pour prévenir de la dépression dès qu'on sent ses premières manifestations? Des petits trucs très simples, mais qui déjà aident à pas rentrer complètement dedans. Quelque chose qui est faisable quand on est encore vraiment pas bien. Et que... Déjà, prendre un temps pour ressentir son émotion. Parce que plus vous allez courir à contre-courant, et déjà elle vous rattrapera, et plus la vague sera forte, en fait. Vous risquez de vous la prendre en pleine figure, et du coup de trébucher un peu plus vite, quoi. Et vous faire mal. Donc l'idée, c'est d'accepter en fait, qu'il y a des moments où on a des coups de mou, et d'accepter qu'on a besoin de prendre soin de soi. Prendre du temps pour soi, d'être avec soi-même, et d'accueillir son émotion. Prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal ? Qu'est-ce qui s'est passé autour de moi, et de se dire c'est ok que quelqu'un m'ait déçu, j'ai le droit de l'aimer et en même temps il m'a déçu. C'est ok d'être contrarié, c'est ok d'être en colère, c'est pas pour autant que je sais pas gérer mes émotions. S'il y a un truc qui vient et que je me sens mal, déjà j'ai le droit de le ressentir et j'ai le droit de trouver une solution pour ça, parce que si vous faites abstraction, ça va être difficile de trouver une solution. Donc déjà la compréhension, donner une place à l'émotion. Ensuite, s'accorder de l'importance aussi dans sa vie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont là pour les autres, qui doivent être forts pour les autres, pour tout le monde, et donc porter un peu le poids de tout le monde. On a le droit de prendre soin de soi, d'avoir des moments de plaisir, même si c'est tout seul. Tout à l'heure, vous parliez de l'importance d'avoir du temps pour soi en solitaire. Effectivement, c'est extrêmement important. Parce que, par exemple, s'il y a un conflit avec quelqu'un, ça vous déprime. Faire un pas de côté avec ce conflit-là vous aidera à y voir plus clair déjà. C'est sûr. Vous serez moins parasité par les influences sociales et les préjugés des gens. Et donc après, faire attention à son sommeil, son alimentation, c'est important. Parce qu'on oublie beaucoup que le corps et la psyché sont reliés. Et donc si vous dormez mal, si vous êtes surmené et que vous ne prenez pas bien le temps de manger et tout ça, votre corps aura moins de force. Les hormones qui vous aident à réguler le stress et les émotions seront moins opérationnelles. Et voilà, donc la conscience de son corps aussi, de ses limites. Et ça vaut pour tout, la dépression, l'anxiété, tout. On en reparlera après pour à la fin avec les solutions, etc. Mais c'est... Il y a plein d'autres, tout ça, même faut penser à d'autres solutions. Mais bien sûr, on peut pas tout résumer comme ça, mais voilà. On en parlera après, Mais du coup, toi, est-ce que tu peux t'introduire un petit peu sur ton vécu, sur qu'est-ce que tu as vécu, et nous raconter un petit peu ta vie, qui t'a mené à ça? Moi, par rapport à... ça commence déjà quand je suis petit, en réalité. Déjà très tôt, j'ai capté que au collège et tout, ça allait pas. Mais il y a ce truc de... Vas-y, je suis triste, mais c'est normal, ça passera, c'est pas grave, ça passera. Et t'avances. Déjà au collège, pareil, j'étais quand même assez seul parce que je suis arrivé dans une nouvelle ville à ce moment-là, et tout le monde se connaissait dans mon collège, et j'étais vraiment solo. Donc ça allait, parce qu'en vrai, ça m'a travaillé sur ma solitude, et en vrai, grâce à ça, en vrai, je pense être mieux seul maintenant. Enfin, quand je suis seul, ça le fait, quoi. Et mais bref, pour revenir au mal-être, ça a commencé au collège, sauf que je parlais pas. Je me suis dit que ça passerait, et au final, je suis arrivé au lycée. Il s'est passé plusieurs événements, comme plusieurs deuils, multiples addictions à des drogues et tout ça. Et à la fin Dieu merci, on s'en est sorti. Mais à la fin du lycée,
c'est là où, genre, je commence à capter que ça va être compliqué d'y arriver que solo, en fait. Genre, va peut-être avoir besoin d'aide au final. Et à ce moment-là, j'en parle pour la première fois à mon ex-copine, qui, pour la première fois, je me sens réellement écouté et tout ça. Donc, c'est à partir de là où j'ai fait mes premiers pas pour essayer de me dire, ouais, ok, il y a un problème. Et c'est soit tu vas essayer de t'en sortir, soit tu vas pas pouvoir continuer, en fait. Genre. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé du coup à... Enfin, ça a pris du temps, mais j'ai accepté de voir un psy. Quand j'ai vu un psy, c'était la première fois où je me suis dit, eh, tu peux parler, tu t'en fous, genre, parle juste. Et sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Après, j'ai fini par arrêter parce que de mon côté déjà, il y avait le truc des antidépresseurs qu'on me prescrivait. Et oui, au lieu de juste dire au final, j'ai pas envie d'en prendre, moi à ce moment-là, j'ai préféré juste arrêter au même moment où j'ai arrêté le psy parce que ça devenait, comment dire, euh, re- ressasser, reparler de problèmes au final. Sur le moment, moi, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et dans le même temps, je me suis juste dit, j'arrête le psy, j'arrête dans les antidépresseurs. Et l'année prochaine, je quitte ma ville aussi au passage. Ouais. Et je change d'études, enfin, genre total au complet. Il a changé sa vie, quoi. Repartir C'est à zéro. ça. Et au final, à ce moment-là, et c'est vrai, il y a ma pote qui m'avait dit, on peut pas, les problèmes, faut les régler. Tu peux pas les fuir au final. Genre, ça va finir par te rattraper. Et elle avait pas tort en réalité, même si aujourd'hui ça va mieux quand même. Euh, c'est par phase. Genre, je pense que je cherche la bonne phrase pour l'expliquer, mais en mode aujourd'hui ça va mieux, mais il y a quand même des phases et des rechutes, des moments où ouais, ça va pas non plus. Et dans ces moments-là, enfin, c'est à partir de là où je me dis, à l'heure actuelle, je pense que je suis sur la bonne marche pour m'en sortir plus tard, mais qu'à l'heure actuelle, je pense que j'ai encore besoin d'aide et que, ouais, comme tout, faut pas avoir peur et honte, et même si on n'est pas en full dépression ou quoi, genre demander de l'aide, même si, ouais, Il ne faut pas attendre qu'on soit c'est au ça, plus pas mal pour demander, quoi. c'est Ouais. ça, pas laisser pourrir le problème. Et Ouais, de ouf. aujourd'hui, je pense surtout que, genre, avec le recul que j'ai, etc. et tout, faut prendre. C'est bien de, si je peux revoir un psy, pas forcément dans le même but qu'avant, mais juste pour pouvoir parler de ses problèmes, avoir des solutions de quelqu'un qui connaît la chose. Genre qui a On n'a plus, pas besoin de pas être bien pour aller c'est voir un ça, psy. Ouais. Genre, faut c'est y ça. aller, limite, c'est mieux d'y aller C'est quand ça. on est. C'est ça. Il vaut mieux pas attendre trop longtemps non Ouais. plus. Et puis même justement pour rebondir, je pense qu'il n'y a pas de légitimité à aller voir un psy ou pas. De ouf. Je pense que si on commence à se dire il y a quelqu'un qui... Ouais, mais il y a quelqu'un Ouais, qui a c'est toujours ça. souffert plus que moi, il y a Mais toujours il y a quelqu'un qui aura vraiment ce souffert truc de plus ouf que toi. aussi. C'est une des représentations sociales qu'on entend beaucoup. Ouais, de ouf. Ouais. Tu te compares à la vie des autres et tu te dis putain, mais Ouais, les autres, c'est ils ont ça. une vie bien plus. Tout à basique fait. que la C'est ça. Et mienne, en c'est fait, quoi je pense Tout à qu'à fait. partir du moment où quelque chose t'affecte et souffre, ça mérite déjà. Voilà, c'est juste. que- À partir de Exactement. là, c'est tout. Ouais. Mais du coup, merci de nous avoir partagé ça. Est-ce que justement tu parlais du fait que tu as accepté d'avoir besoin d'aide et de parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à faire ce pas-là? C'était quoi ton déclic, quoi? Je pense que c'est vraiment un enchaînement de c'est soit ça va se terminer. Et du coup, au même moment, juste, j'ai parlé de mes problèmes à ce moment-là à très peu de personnes, mais j'ai commencé à des proches avec qui je me sentais à l'aise. Et c'est eux qui m'ont, en gros, tendu la main pour essayer de, après, faire différentes étapes pour m'en sortir. Mais je pense que, ouais, c'est vraiment un niveau où j'étais à un craquage. En gros, genre un moment où tu te dis, c'est soit tu vas devoir appeler à l'aide, soit ça va se finir, genre en vrai de vrai. Et du coup, est-ce que tu peux dire, genre, pour des. Bah, du coup, forcément, s'il y a quelqu'un qui a un ami ou un proche qui est en dépression, qu'est-ce que tu lui conseilles pour l'aider, en fait Genre, toi, si t'as un ami qui est en dépression, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider Parce que des fois, on sait pas trop quoi faire quand on a quelqu'un qui est pas bien avec nous. On sait pas trop quoi faire, on est un peu dépourvu on lui dit oui, bah, parle à quelqu'un, un psychologue, etc.
mais s'il se sent pas bien et tout, qu'est-ce qu'on peut faire nous Bah déjà, je pense que être là pour lui, l'écouter, et sans jugement évidemment. Après, je pense que quand on est amis, faut voilà. Mais ouais, l'écouter en premier lieu, parce que c'est pas. On peut dire qu'on va avoir un psy, va nanana, mais c'est souvent plus compliqué que ça que de se dire vas-y, je vais aller contacter un psy. Je pense que ouais, l'écouter, l'accompagner et être lui tendre la main s'il en a besoin, quoi. Et petit à petit, essayer de voir si on peut le mener justement à le pousser à appeler un psy, ou même ouais, à le pousser à s'en sortir. Mais je pense qu'en tout cas, le premier aide, peu importe la façon, c'est écouter la personne et être attentif à ce qu'elle écoute, et pour que au moins elle se dise qu'elle est écoutée, qu'elle est pas seule, parce que c'est vraiment ça le main. c'est vraiment souvent les gens, enfin en tout cas moi pour mon expérience perso, c'était vraiment t'es seul et t'as peur de parler, et au final bah les problèmes, faut prendre les mains qui sont tendues, et je pense que la première main que tu acceptes de prendre, c'est la main de tes proches. Donc être un proche, écouter attentivement et être là pour la personne, ouais, c'est ça. Ok. Bah oui, de ouf. Franchement, de ouf. Mais en fait, c'est banal de ouf, mais je trouve que les gens, ils oublient trop. Parce que juste d'être là, mais peut-être des fois d'aller voir tes potes et de leur dire, bah, si tu veux sortir, si tu veux faire un truc, de les sortir de chez eux. Genre, des fois, si j'ai une copine qui est pas bien, mais je vais chez elle, je vais la chercher, et puis on va sortir. Parce que si tu lui dis juste de ton tel et tout, elle va te dire, elle peut te mentir et tout. Ouais. Mais vraiment, ça m'arrive plein de fois, je vais chez la personne, je fais alors je sais très bien que t'es pas bien, de quoi sortir. Mais voilà, mais ça peut paraître hyper con, mais en vrai c'est un premier step, parce que direct aller voir un psy, des fois c'est hyper, c'est tellement gros comme truc. De commencer par ces petits steps là, je trouve c'est vraiment hyper important. Puis il y a différentes manières d'écouter aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont projeter leur propre souffrance. Ah, moi aussi, ça, et vous avez même pas pu finir votre phrase, que l'autre a déjà mis son truc sur ce que vous dites et vous découragez, quoi. Après, alors on fait pas exprès, mais c'est ça. Mais après en fait le truc avec notre génération, enfin même plus à nos âges en fait, c'est qu'on est tellement tourmenté et on change, on est une nouvelle personne toutes les semaines littéralement, parce qu'on change tout le temps de mindset, etc., qu'on est tous hyper, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais nombrilistes. Enfin, on regarde un peu que nous, et du coup souvent on se dit putain, si j'ai parlé avec la personne, elle a regardé comment j'ai bougé, putain j'ai dit plusieurs fois ce truc là, elle a dû dire que j'étais bizarre ou machin, alors que la personne la plupart du temps elle a pas qu'à là, parce que elle était focus sur elle, si elle a fait, et c'est ça en fait, parce qu'on est tous hyper focus sur nous-mêmes. Et surtout à 20 ans, quoi. Genre, à nos âges, on est hyper... vraiment... Ouais. Moi, si vous saviez, 30-40 ans, c'est pareil. En vrai, parce que les gens, ils sont tellement focus sur... On est tellement focus sur nous que enfin, vraiment, des fois, on se dit, putain, je vais pas sortir comme ça et tout. Mais vraiment, maintenant, je vais à Picard en pyjama, il y a personne qui me calme. Non, mais enfin, faut se rappeler surtout à Paris, il y a la masse aussi. N'oubliez pas la masse. Tu prends le métro, tu dis que tout est possible, en fait. Et du coup, une petite dernière question. On sait que les études, ça a un impact sur la santé mentale. Toi, comment t'as fait à l'époque où ça allait mal, et encore maintenant, pour gérer la pression académique tout en gérant ton trouble en même temps? En vrai, déjà, je gère, mais c'est galère encore. Faut pas se mentir, c'est galère. Mais en vrai de vrai, parler au professeur. Genre, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été forcément celui qui a la relation amicale avec ses profs ou quoi. Mais c'est l'année dernière, notamment, sur la fin d'année, que je me suis rendu compte que ouais, j'aurais dû parler, genre, plutôt en tout cas à mes profs, en tout cas au moins à un professeur avec qui on peut se sentir en confiance ou quoi. Mais si vraiment ça va pas et qu'on sent que ça commence à créer un problème avec nos études et tout ça, en parler avec un professeur où on se dit on peut être en confiance, parce qu'en fait, bah, il y a que lui qui, en tout cas sur la scolarité, va pouvoir, va pouvoir t'aider, genre, au moins au niveau des cours. Genre, si tu vas devoir, genre, ça va être plus facile après, si en tout cas, si on tombe pas sur un professeur qui est mauvais, quoi. Mais de pouvoir justifier des potentielles absences ou des potentielles baisses de niveau ou quoi, genre, juste chercher à la compréhensibilité, et après, le reste, bah, c'est sur le perso. Mais en tout cas, par rapport aux études, moi, sur mon expérience, c'est vraiment la fois où, à chaque fois, le moment où j'ai parlé à mon professeur, bah, c'est là où j'ai capté que, en tout cas, niveau scolaire,
c'était là où je pouvais être aidé, quoi. En vrai, parce que en vrai c'est tellement différent les études sup et le collège, le lycée, machin, parce que en vrai nous, là on est, deuxième année, mais j'étais en deuxième année aussi du coup. Troisième. En troisième on a moins cours, mais même en études sup c'est plus différent quand même que le lycée 8h 17h, nanana, tes devoirs en rentrant et tout. Et nous on a bien plus un truc de on doit s'auto-gérer un petit peu. Mais au collège et au lycée, t'es tellement. En fait, ton main truc de ta vie, c'est les cours, quoi. T'es 8h, 17h, du coup, tu te lèves à 6h30 pour y aller, pour prendre ton bus. Tu rentres, tu fais tes devoirs. T'as la pression de tes notes, de Parcoursup, de nanana. Et t'as pas le temps de penser à tes problèmes. Et en plus, il faut que tu aies choisi les études que tu veux faire. Et du coup, il y a plein de gens qui se redirigent et qui changent genre 4 fois d'études parce qu'ils se disent putain, qu'est-ce que je fais, machin, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas eu le temps de choisir. Mais je pense c'est bien aussi d'en parler avec d'autres élèves, tu vois, de pouvoir s'entraider des fois. Genre, je sais qu'il y a des cours, moi je galérais, et c'est ça qui me foutait mal, limite, genre de pas comprendre les matchs. Je me disais, putain, mais demain j'ai un contrôle de maths, comment je vais faire? D'essayer de faire, j'ai vu beaucoup de des groupes où genre les plus forts ils s'aident et machin. C'est vraiment d'essayer de trouver des gens dans la classe, ou alors même dans d'autres sections et tout, qui peuvent t'aider. Ça peut être grave cool parce que des fois les profs en vrai, ce qui est cool en études sup, c'est que t'as des gens un peu plus humains des fois. Mais au lycée et au collège, la plupart du temps, tes profs, c'est pas non plus. Après, qui suis-je? Mais il y en a toujours un ou deux qui peut être cool, etc. Mais je pense que quand t'es plus petit, c'est encore plus difficile de parler, quoi. Donc d'essayer déjà peut-être de trouver des potes dans ta classe qui peuvent t'aider sur certaines matières, sur certaines notions et tout. Puis il faut se dire qu'on est un peu tous dans le même panier au final. C'est tous notre première vie et autant s'entraider en vrai de vrai. Genre, ça a rien de. Oui. Ok. Du coup, là, c'est vraiment un peu les solutions qu'on peut avoir. C'est un peu le dernier truc du podcast. Ce serait un peu, c'est quoi vous qui vous a aidé, et on essaie vraiment de trouver. Donc nous aussi, on va donner un peu nos trucs qui nous ont aidés, mais c'est de pas trouver les trucs les plus, ce qui vous a aidé vous, et on va vous donner nos des exemples conseils d'abord. atypiques en fait. Voilà, des conseils un petit peu qui vous ont aidé, par exemple si vous étiez pas bien ou que vous avez vu avec vos patients. On va peut-être commencer nous, comme ça vous voyez quel type de trucs. Des trucs qu'on n'entend pas tout le temps, quoi. Voilà, tu conseilles si tu veux. Fonce. Moi il y a 2 trucs qui m'ont vraiment aidé et que j'entends pas souvent en vrai. Déjà, alors c'est un peu touchy d'en parler parce que je veux vraiment pas que les gens il faut vraiment pas le prendre dans le sens de se culpabiliser. Mais moi, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est me rendre compte de ma propre implication dans ma dépression. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais à l'hôpital, je suis rentrée et j'étais toujours pas bien. Et en fait, il y a un moment donné, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis posée, je me suis dit, attends, je suis tout le temps en train de me plaindre que c'est injuste, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, je veux aller bien. Mais au final, qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux concrètement ? Je fais rien. Et en fait, il faut se dire ça sans évidemment se culpabiliser et se dire encore plus oh mais je suis nulle, je fais rien pour que ça aille mieux. Faut justement, la culpabilité, ça n'aide à rien. Il faut tège la culpabilité. Mais se dire ok, certes c'est injuste, certes c'est chiant, mais à un moment donné, si je continue à me dire c'est injuste, en fait j'avance pas. Et il faut que je me rende compte que c'est mon cerveau. Alors certes c'est injuste, mais c'est à moi d'en prendre soin. Il y a que moi qui peux en prendre soin. Et donc il va falloir que je commence à faire des trucs pour aller mieux, parce que c'est ce que je veux au final. Donc déjà ça m'a aidé. Le truc de s'enfoncer, tu sais, que tu disais, on en parle en off, mais le truc d'écouter de la musique triste quand t'es triste, forcément tu restes triste. À un moment donné, ce genre de truc, je me plaignais d'être triste alors que j'étais toute la journée sur TikTok, je faisais rien. Dès que quelqu'un essayait de m'aider, je le repoussais, j'écoutais que de la musique triste. Voilà, pardon. Et mon autre conseil, c'est réinitialiser entre guillemets son cerveau à être plus positif et pas juste essayer de penser positivement. C'est-à-dire que j'avais vu un gars qui disait, et ça c'est vraiment un conseil qui a changé ma vie, il disait en gros quand ton cerveau va toujours chercher des preuves que ce que tu penses est vrai. Donc ça veut dire que si tu penses que ta vie est nulle et fade, tout ce qui va t'arriver de pas bien, il va le remarquer fois 1000, et tout ce qui est bien, il le remarquera pas. Donc forcément, tu vas remarquer que les choses négatives. Alors que si justement tu fais ce travail de te dire tout le temps ma vie elle est trop bien, tu vas en fait commencer à te rendre compte tellement plus des choses bien qui t'arrivent, et les choses qui t'impactaient de ouf avant, ça paraîtra rien en fait. Et donc je pense qu'il faut avoir ce truc de réinitialiser son cerveau, pas se forcer à penser positivement, mais justement réinitialiser son cerveau pour que tu penses
positivement automatiquement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour rejoindre ça, parce que c'est vraiment le même vibe, c'est que j'ai commencé le soir à noter 3 trucs cool qui s'étaient passés dans la journée. Mais ça paraît hyper con parce que vraiment je commençais, j'étais en mode oui certes j'ai bu un café, ok cool. Enfin je notais 3 trucs et des fois tu galères à trouver et en fait à force du coup dans ta journée tu cherches les trucs cool qui se sont passés et des fois ça peut c'est vraiment mais du coup c'est sur des post-it et je les ai affichés sur mon mur et du coup j'ai plein de post-it et du coup c'est 3 trucs cool dans la journée et du coup maintenant mon cerveau automatiquement il cherche plus le positif que le négatif, alors qu'avant j'avais tendance, parce que depuis que je suis petite j'écris dans un journal et tout, maintenant j'essaie de plus le faire encore plus, dès que je suis pas bien de vraiment me forcer à écrire et de juste tout vider, etc. Mais vraiment ce truc de trouver 3 trucs positifs dans la journée, ça m'a tellement aidé et ça paraît hyper bête et tout et futile, mais en fait c'est vraiment ton cerveau cherche réellement et ça le reprogramme et ça, il cherche vraiment les trucs positifs et en fait tu remarques plus trop les trucs négatifs parce que tu te dis putain ce soir je vais écrire quoi sur mon papier là en fait et quand j'ai passé une journée de merde je me dis bon il y a vraiment rien à écrire sur ce papier et des fois je me dis ouais mais j'ai mangé un croissant ce matin, il était hyper bon donc je vais écrire mon croissant ou alors je sais pas j'ai une pause de 15 minutes au lieu enfin c'est vraiment mais ça te force à voir la vie différemment. Et un autre truc qui m'a aidé, mais après ça fonctionne beaucoup pour moi parce que je suis très anxieuse etc, j'ai des tocs et des trucs comme ça. C'est de d'organiser ma vie. C'est-à-dire que tous les trucs que j'avais à faire, que je devais faire, que je voulais faire, il y a un truc qui s'appelle, en anglais c'est un brain dump, et en gros tu fais une liste et tu vides ton cerveau, c'est dans le nom, tu vides ton cerveau et tu écris c'est ça, tout ce que tu dois faire, des cours, des projets de travail, de machin, t'écris ce que tu veux faire dans 2 jours, dans 5 ans, dans 10 ans, n'importe quoi, tu vides ton cerveau, qu'il n'y ait plus rien dedans, et après tu prends des stabilos et t'organises. Genre tu dis ça c'est pressé, c'est urgent, ça c'est pas tant urgent, ça c'est machin, et de l'organiser dans ta semaine. En tout cas je sais que moi ça m'a aidé de fou d'avoir vraiment, mais j'ai un planning sur Google Agenda qui est tout avec des couleurs, des machins, et de juste avoir à suivre mon truc et de pas avoir à me dire le soir putain j'ai oublié ça, et de recevoir un message en mode putain t'as pas fait ça et tout. Vraiment d'avoir cette pression en moins, mais ça m'a enlevé un poids de fou quoi. Vraiment en tout cas moi ça m'a aidé vachement sur ça. Est-ce que du coup vous avez des exemples, vous, de trucs qui vous ont aidé? Moi c'est dans les choses simples. Je sais que j'aime bien me balader, des fois je suis pas bien et je vais me balader et là de la musique, je regardais genre je sais pas, juste des fois un oiseau qui joue avec un autre oiseau, d'un coup je sais pas, ça te fait un petit truc positif un peu. Et surtout quand tu mets de la musique dans tes oreilles, t'as envie, putain, tout est cinématique. C'est ça, genre tu romantises tout. C'est ça en vrai, genre sur des choses simples et s'écouter, se parler, et genre c'est vraiment moi c'est ça qui m'a permis de en tout cas avancer, l'art aussi de mon côté, genre beaucoup, et ouais s'écouter et essayer de se comprendre, genre essayer de se dire ouais ok je suis pas bien par rapport à ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour potentiellement le régler ou peut-être avancer sur ça ou quoi. Et ouais, être genre, comme on est un peu la personne qu'on se connaît le mieux en réalité, essayer de se comprendre aussi, genre comprendre pourquoi certaines choses ne vont pas, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir à ce moment-là. Des fois, si j'ai quelque chose à faire et genre, vas-y, ça me met de l'anxiété de fou, quoi. Réfléchir par exemple à qu'est-ce que je peux faire pour atténuer la chose ou une solution ou quoi. Et ouais, essayer de s'écouter. Et en vrai, moi je sais qu'en tout cas, c'est dans les choses simples où je me sens le mieux au final. Je suis obligée de rebondir sur ça parce que vraiment ça m'a fait penser à un truc, c'est que je l'avais lu dans un livre de, c'est genre self-help un peu, genre machin, et c'était une fille qui le disait mieux que moi, mais elle disait en gros traite-toi comme ta meilleure amie. Dans le sens, et c'est vraiment ça rebondit sur ce que tu dis, c'est pour ça que je dis ça, c'est ce truc de qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle te disait ça quoi. Donc si elle te dit qu'elle est pas bien parce que nanana, t'essaies de parler limite de toi à la troisième personne quoi, et de dire si ma meilleure amie elle me disait ça, qu'est-ce que je lui dirais. Et des fois tu te dis pas du tout la même chose avec toi, t'es hyper méchante, tu t'en fous, on est hyper méchant avec nous-mêmes, mais par contre avec les autres on est en mode mais oui bien sûr, mais c'est tellement ok, bien sûr. Et dès que ça nous arrive à nous on est en mode non, nous c'est pas pareil en fait, vas-y machin. Et c'est hyper ça je trouve ça hyper important quand on n'est pas bien, de juste c'est bon, faut pas forcer, tu vois, ta journée t'es pas bien, t'es pas dans un bon mood, force pas. Enfin, je veux dire, tu vois, si ta meilleure amie elle forçait, tu lui dirais arrête, ça sert à rien. Donc, et de se le dire à soi-même, je trouve ça hyper important. Et ça, c'est vraiment un truc, je sais pas, genre comme elle l'avait dit, ça m'avait grave changé mon truc. Des fois, je me dis, ouais, je suis ma meilleure amie. Et ça, c'est hyper cool, d'apprendre à être seule et de pas
dépendre des autres et d'être ta meilleure amie, c'est vraiment le truc qui m'a changé la donne de ouf, quoi. Et vous, du coup, avec vos clients, avec vos et même en tant que personne, parce que bien sûr. tout ce que vous avez raconté, ça me parle tellement, et en fait, il y aurait tellement de choses à dire et à rebondir sur tout ce que vous avez dit qu'on peut pas tout dire, mais cette idée, je rejoins beaucoup ce que tu as dit par rapport à ce que tu as fait pour toi. C'est des choses similaires que moi je peux faire aussi. Notamment la danse, le sport, c'est vraiment des choses qui font du bien. Alors attention au côté un peu addictif, parce que des fois on peut être dans le trop et s'épuiser. Donc il y a une notion d'équilibre en fait. Effectivement, écouter de la musique triste quand on est triste, on peut s'enfoncer quand ça devient dans le trop. Mais au départ, quand on a du mal aussi à faire sortir la souffrance, parce que je ne sais pas si vous avez déjà connu cet état-là, mais il y a des fois où on est un peu... on sent qu'il y a un mal-être, mais l'émotion, elle sort pas. Elle est coincée, en fait. Ça se transforme comme une espèce d'agitation ou d'hyper-stress, quoi. Et au final, écouter de la musique, des fois, et savourer un moment où on marche, où on est même le soir, tout seul, tranquille, où il n'y a pas la population qui fait chier, les voitures, le bruit et tout. Les lumières de Paris, par exemple, ça peut pleurer un bon coup, ça peut faire du bien, quoi. Et justement, lâcher l'émotion, ça peut faire du bien pour après avoir les idées plus claires aussi. Donc, et effectivement, on peut être beaucoup dans ce truc, comme vous disiez, il y a un peu ce truc, on est un peu impuissant, c'est l'autre qui a le pouvoir, ou c'est les situations extérieures qui ont le pouvoir, et nous, on peut rien faire. On se dit que tout est nul, qu'on pourra jamais rien faire. Mais je trouve que c'est beaucoup aussi transmis... J'entendais la notion d'échec aussi. C'est quelque chose qui a une représentation vachement négative dans notre société. On parle beaucoup d'échec, et quand tu as l'échec, t'es nul, t'es bon à rien et t'arriveras à rien. Alors qu'en fait, se dire à quoi ça me sert, comment je veux être. Ok, je suis pas comme ça aujourd'hui, je l'accepte, mais alors je mets quoi en place pour être mieux? Je mets quoi en place pour aller dans la vie que je veux? Et voilà. Et l'autre point que moi je donnerais personnellement, ou même pour les gens en général, c'est aussi l'entourage. De qui vous êtes entouré, comment les gens vous perçoivent, comment ils parlent de vous, est-ce qu'ils vous soutiennent vraiment, est-ce qu'ils vous donnent vraiment votre place? C'est quoi la phrase? On est les 5 personnes on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, ou un truc comme ça. Mais ça, c'est tellement vrai. Mais du coup, elle est dit d'une manière assez culpabilisante, je trouve, parce que ça sous-entend qu'on est comme eux. Alors qu'en fait, on est dans un état en lien avec ces personnes-là, en fait. Oui, clairement. Ça, on oublie vraiment, mais c'est surtout en plus quand on est jeune, on a tendance à changer de groupe plein de fois, de potes, etc. Et comme on sait pas trop qui on est, on sait pas trop avec qui traîner, et du coup on change de personnalité pour rentrer dans leur groupe. Et je l'ai fait plein de fois. Et en fait, quand tu grandis, tu fais, mais en fait, pourquoi j'étais avec eux, on n'est pas du tout pareil, quoi. Et plus tu grandis, plus tu trouves un peu tes personnes, et c'est pas parce que tu t'entends pas avec une personne, c'est juste pas ta personne, quoi. Vous avez pas les mêmes... Tout à fait, et c'est ok. Et c'est ok de ouf. Il y a tellement de gens, en plus on est à Paris, enfin il y a du monde. Il y a du monde, quoi. Et ça, des fois, on oublie. Et puis même... en fait, c'est juste que c'est hyper dur quand t'as 20 ans et quand t'es étudiant et quand t'es machin. C'est le moment le plus dur parce que tu changes tout le temps et machin. Donc c'est vraiment le moment où il faut le plus chercher à bien s'entourer, mais à pas s'oublier, quoi. À vraiment te mettre au centre et dire je suis ma meilleure amie et les autres on verra après, quoi. C'est sur ce que j'allais rebondir, c'est que des fois on a envie d'être là pour les gens, mais et on a envie d'être présent pour eux et tout, mais il faut pas oublier que des fois aussi on est la personne qui a le plus besoin de soi-même, et que même des fois si la personne a besoin d'aide, de machin, des fois ça prend trop de ton énergie à toi aussi. Il faut pas avoir peur de dire je t'adore, je t'aime beaucoup, mais ça me prend, j'ai besoin de moi. Oui, déjà, mais même ce truc de... on peut pas aider les autres si on n'est pas bien nous-mêmes. Exactement, et ça vaut pour tous les métiers d'aide. Ça, c'est un truc vraiment, genre, on aide trop, surtout quand on n'est pas bien. Il y a plein de gens qui sont comme ça, du coup, ils aident plus les autres que eux-mêmes, et du coup, ils s'enfoncent. Et du coup, il y a plein d'histoires de suicide où les gens, ils disaient, mais je pensais pas du tout, il avait l'air hyper bien et tout. Mais c'est parce que du coup, il t'aidait tellement que tu étais focus sur toi, et du coup, tu voyais pas. Et ça, c'est bon, sans faire culpabiliser personne, mais il y a vraiment ce truc de faut être bien d'abord. Tu peux pas aider les autres, tu peux pas aimer quelqu'un, qui suis-je, mais tu peux pas aimer quelqu'un, c'est difficile d'être dans une relation, etc., si avec toi-même t'es pas bien, parce que tu vas tout faire pour aider la personne en premier, parce que toi tu t'aimes pas et tu dis j'ai pas tant d'importance, je préfère aider la personne que j'aime avant moi. Sauf que une relation saine en soi, il faut que les deux personnes aillent bien, et si vous vous entraidez bizarrement pour ça marche pas. Et puis au final, même lui, il va finir par le ressentir. Ah oui, donc, clairement. Donc, amicalement ou romantiquement, de toute façon. C'est sûr. Oui.
En vrai, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures. Mais je pense qu'il faut peut-être enchaîner. Mm-hmm. Alors, avant de finir ce podcast, on m'a ouï dire que vous, Tamara, animiez aussi un podcast. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, j'ai créé le podcast Tamara démêle la psy il y a un peu moins d'1 an maintenant. Je l'ai fait pendant 5 mois. Je l'ai mis en pause justement parce que je voulais des retours pour l'améliorer. Et que parce que comme il est juste sur les plateformes de podcast, bien, il est écouté alors par des gens que je connais mais qui ont transmis le podcast. Aujourd'hui, j'ai mis le lien sur mon Doctolib, comme ça les gens peuvent l'écouter avant de me consulter, ou même s'ils ont besoin de donner des épisodes à des gens, notamment sur le suicide. Donc je me suis beaucoup basée sur des questions qu'on m'a posées. Donc j'ai fait un peu un travail de journaliste. Voilà, parce que je voulais pas faire un peu comme ces gens sur les réseaux qui vont se dire « Ah tiens, j'ai ma question ou j'ai ma représentation et je vais dire c'est comme ça ». Je voulais vraiment que ça vienne des gens de l'extérieur, quoi. Ouais. Les questions qui se posent eux le plus, Exactement, ouais. Et je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure, la peur de l'échec. Je dis ça parce que vraiment, nous, on est dans des métiers passion. Et les métiers passion, c'est vraiment le truc le plus énergivore du monde. Parce que, ça dédouane pas tous les gens qui travaillent en job alimentaire, etc. Mais ce truc de métier passion, c'est si on critique ton art, on te critique toi. Donc c'est vraiment hyper personnel, hyper... En fait, tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, t'as pas vraiment de pause dans ton truc. Alors que si tu travailles en bureau, à 17h, t'as fini et tu parles plus de ça. Et c'est pas... Si on critique ton Word, tu t'en fous un petit peu, quoi. Alors que là, si c'est ton art... Bon, après, ça a des... Voilà. Mais si on critique ton art, c'est un peu plus difficile. Et le truc de la peur de l'échec, c'est hyper... surtout en France, c'est hyper connoté, surtout quand on est enfant primaire, tu fais une erreur, t'as moins de points que les autres. C'est vraiment, dès que t'es petit, tu as faux, c'est en rouge, c'est machin, et c'est hyper connoté mal, mauvais et tout. Alors que dans d'autres pays, c'est plus, c'est pas du tout noté en mode t'as une mauvaise note. Il y a pas de note, limite, des fois. Ils sont plus en mode ça fait partie du changement et tu ne peux pas apprendre si tu peux, en fait, c'est pas possible, tu peux pas ne pas échouer, ça marche pas. Et j'avais vu une analogie, je sais pas si vraiment elle fonctionne, mais un sculpteur, quand il sculpte, quand il tape un endroit, s'il tape pas 90 fois, la pierre elle tombera pas. Je sais pas si ça marche vraiment cette analogie, mais s'il tape une seule fois, la pierre elle tombera juste pas, quoi. Et il y a ce truc de si t'essaies pas, tu peux pas réussir. C'est comme la guitare, c'est comme tous les arts. Et la peur de l'échec, elle est tellement présente quand t'es étudiant et t'as les profs et t'as machin et t'as Pegasus au lycée ou quoi. Et est-ce que vous avez des conseils peut-être pour ce truc de la peur de l'échec Parce que nous, du coup, on étudie en audiovisuel, c'est pour ça que je parle de ça. Il y a tellement de choses que vous avez dit encore. La peur de l'échec, mais ça, en fait, elle nous traverse tous, vraiment. Alors, l'influence des métiers passion, effectivement, je pense que ça... C'est-à-dire que c'est un peu comme... à un moment, j'entendais, je pense que c'était un coach et tout, qui disait pourquoi les artistes sont plus attirants que les autres et tout ça. Parce qu'en fait, sa passion, ce qui l'anime dans la vie, est plus visible. Ce qui sera plus difficile pour quelqu'un d'autre qui sera à fond dans les maths ou quoi. Mais en fait, en réalité, même le matheux, même le mec en entreprise qui est fonctionnaire, il met de son identité dans ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs ce qui fait souffrir les gens, pas au quotidien, mais ceux qui viennent consulter pour burn-out, ils disent pourtant mon travail, il est pas plus énergivore que mon collègue, je comprends pas. Mais en fait, on a cette illusion que il n'y a que les métiers passion, on y met de son identité, alors qu'en fait, non. On vient tous chercher quelque chose dans son travail. Mais effectivement, quand vous êtes artiste et que vous mettez une partie de vous dans une toile, les gens qui vont critiquer, ils vont critiquer l'émotion que vous avez mis dedans, ils vont critiquer le vécu que vous avez mis dans votre peinture, en fait. Et en psychologie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en général, quand on cherche à vouloir sauver des gens, soit on a voulu être sauvé, soit on a vu des gens souffrir, soit on a beaucoup souffert. Et donc, il y a un bout de soi. C'est pas pour rien qu'on est jugé sur notre psychologie quand on fait des études. Et la notion d'échec, elle est très connotée négativement. Mais en fait, il y a besoin de trébucher pour voir que ça ne vous correspond pas. Il y a besoin de trébucher pour voir que ce n'était pas la bonne manière. Et si vous réussissez d'un coup, vous risquez de chuter fortement parce que vous n'êtes pas renforcé avant et vous n'avez pas appris à savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et vos failles et vos forces. Donc finalement, vous serez plus solide. Donc, alors, on pourra vous juger quand vous êtes plus jeune. Mais à l'arrivée,
les gens vont se retourner, ils vont vous regarder, et ils vont se dire, putain, il a eu beaucoup d'échecs, mais en fait, il est plus fort que moi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça vous l'apprenez plus tard. Ouais, mais même on commence à s'en rendre compte maintenant. Enfin, moi, je me rends compte, genre, avec des gens avec qui j'étais au collège ou quoi, Voilà, on vous qui juge te beaucoup. critiquent et tout, et maintenant, en soi, ils reviennent et ils sont en mode ah, c'est génial ce que tu fais. Exactement. Ou alors, ah, t'avais raison. Ouais. Mais on le verra encore plus quand on sera plus âgé, je pense, mais ouais. Mais en vrai, je pense que ce serait bien de finir sur un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, les numéros à appeler. Oui, parce que justement, j'y j'y arrive. Alors déjà, du coup, ça va être la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On partagera évidemment votre podcast. Et donc, avant de finir, faut qu'on partage ces numéros. Si vous avez besoin d'une aide urgente, et vraiment sur le moment, il y a 2 numéros qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui sont gratuits. Le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide, et Suicide Écoute au 01 45 39 40 00. Et encore une fois, c'est dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est gratuit. N'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour vous aider. Voilà. Et surtout, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est vraiment un des main trucs pour les étudiants, c'est gratuit, appelez. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous écoutez. Au revoir.